Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective. Nous allons parler de la sécurité, la 1-23, qui n'a pas réussi à faire déboussoler les FARDC dans le village des Lofu et encore entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans la rétrospective. La semaine marque également par cette adresse du chef de l'État sur l'état de la nation. Nous allons y revenir avec un focus sur la guerre à l'Est, une minute de silence pour ceux qui se battent dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui ont perdu la vie. Chapeau bas, Félix Antoine Tshisekedi félicite le travail de Wazalendo. L'état des sièges également à la une. Félix y est revenu, vous allez les suivre dans la rétrospective. Mais pour parler de la guerre sur un seul front, c'est précisément à Lubero, Gershom Mohamed qui a rejoint l'équipe. Bonjour Gershom et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les téléspectateurs. Et après nous allons parler du sport parce que cette semaine, Virunga s'est donc a joué avec Kabasha les derby de la ville de Goma, la victoire des Dauphins Noirs. Nous serons en direct de la rétrospective avec Georges Benmouima. Parlons de la guerre, Gershom. La semaine a été mouvementée, tous les jours, ce sont des actualités sur les affrontements. L'eau au courant de cette semaine récupérée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et quel état des lieux il faut faire aujourd'hui? Après autant de jours de la guerre, parce que la guerre a repris depuis l'été décembre, il est temps aujourd'hui de se dire que l'armée tient mordicus à reprendre l'intégrité du territoire national et cela passe sûrement par la préservation de certaines positions qu'elle avait déjà acquises. Parce que jusque-là, les FARDC ont récupéré Luofu durant les week-ends derniers. Mais hier encore, il y avait des affrontements à Luofu, ce qui signifie que les rebelles du M23 sont revenus à la charge, en fait. Sont revenus attaquer les positions de FARDC. Les porte-parole de l'armée dans la zone, le lieutenant Rigen Mbouy, a d'ailleurs signifié que l'armée a réussi quand même à repousser les rebelles, mais cela n'a pas empêché à ce que la guerre continue dans la zone et les affrontements se sont intensément concentrés dans la soirée au niveau de Kassé qui reste dans les collines et où les combats sont vraiment rudes et ça fait des jours que les FARDC tentent de récupérer ces milliers parce que récupérer cette entité permettra à l'armée loyaliste d'avoir une mainmise sur Kirumba qui est dans la vallée et pourquoi pas progresser vers Kanyabayonga et récupérer la partie de Lubero jusqu'à convoitée par les M23 parce que selon eux il faut qu'ils occupent le M23. Ils avaient dit que c'était avant le 15 décembre mais le 15 décembre c'est déjà le dimanche. On va voir s'ils seront à mesure vu qu'actuellement en voyant la réalité, l'architecture de la guerre avec les FARDC qui parlent déjà de sa puissance des feux. On est encore dans le scepticisme de dire que le M23 va occuper l'ensemble du territoire de Lubero. Mais cela arrive pendant qu'on parle aussi du processus du Luanda qui veut à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, le FARDC qui garde ses positions mais qui continue à être attaqué. Est-ce que le FARDC va prendre enfin la décision de... Depuis l'avènement du cessez-le-feu, d'abord le premier qui a été décrété par les États-Unis du 18 au 4. C'est trêve humanitaire. Ouais, c'est trêve humanitaire. Il y a toujours eu des attaques en fait. L'armée elle joue à la défensive, c'est-à-dire il y a les M23 qui attaquent souvent les positions de FARDC et les FARDC n'attendent que pour répliquer, alors qu'en réalité cette guerre elle se joue plus dans le sens qu'une partie doit attaquer, l'autre doit attendre. Aujourd'hui je pense que l'armée devrait prendre aussi des initiatives parce que nous l'avons constaté depuis le 4 août, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu initié par le processus de Luanda. Les FARDC ne cessent de subir des assauts de rebelles du M23. Il y a des entités qui ont été prises alors que on était dans le cessez-le-feu. Et jusqu'aujourd'hui, le cessez-le-feu continue. Et les mécanismes conjoints de vérification ad hoc récemment mis en place et ils n'arrivent pas à résoudre cette problématique-là des attaques récurrentes sur les positions de l'armée. Jusque-là, l'armée accuse les rebelles d'attaquer. Dans certains communiqués des rebelles aussi, ils ont accusé l'armée d'attaquer. Mais la réalité sur le terrain, c'est que les FARDC sont en train de subir des attaques et elles ne jouent qu'à la défensive. Alors qu'à la défensive, jusque-là, c'est vrai que l'armée est en train de tenir. Mais quelqu'un qui vous attaque a sûrement de marche, de manœuvre parce qu'il a prévu en avance que je vais attaquer tel jour. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va attaquer. Il est peut-être temps que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, comprennent que
les cessez-le-feu existent, c'est vrai, mais il faut aussi prendre quelquefois des initiatives pour contraindre les rebelles à ne pas être les premiers chaque fois à tirer sur leur position. Alors, merci Gershom. Nous allons revenir avant de finir avec vous sur cette prise de parole de la ministre des Affaires étrangères congolais qui tient Mordiki, c'est qui demande au Rwanda, c'était au Conseil des Nations Unies, qui demande au Rwanda de retirer ses troupes sur les sols congolais. Suivez ici Wagner qui en parle, c'était aux Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée que le M23 représenterait des communautés marginalisées. Permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie dictée par les intérêts du Rwanda. Le groupe d'experts l'a démontré, il ne s'agit pas de défendre des minorités, mais de contrôler des ressources et d'affaiblir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, le Rwanda prétend que les mesures qu'il qualifie de défensives seraient légitimées par des propos tenus par des responsables congolais. Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources ou l'occupation de territoires. Rien, absolument rien, ne peut légitimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou la violation de la Charte des Nations Unies. Détrompez-vous, Monsieur le représentant. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région des Grands Lacs. Si le Rwanda souhaite prouver sa crédibilité en tant qu'acteur de paix, qu'il commence par honorer ses engagements dans le processus de Luanda. 34 jours plus tard, nous attendons toujours vos experts. Et ils arrivent seulement après insistance de la part de la République démocratique du Congo et du médiateur. La République démocratique du Congo reste fermement engagée dans le processus de Luanda, convaincue qu'il constitue la voie la plus prometteuse vers une résolution durable du conflit. Tout au long de ce processus, notre posture a été constante, constructive, respectueuse des engagements pris et résolue à œuvrer pour la paix. Ce Conseil a un rôle central à jouer pour garantir que toutes les parties respectent leurs obligations et contribuent à cet objectif commun. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le peuple congolais, dans toutes ses composantes, aspire à la paix et à la stabilité. Ces aspirations légitimes ne sauraient être réduites au silence par des stratégies de division et de domination. Mon pays est résolu à protéger ses citoyens, à préserver son intégrité territoriale et à bâtir un avenir où la souveraineté des États est respectée et non manipulée. Nous ne demandons pas de faveur, nous exigeons que le droit international soit respecté, que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit protégée et que les responsabilités des actes commis soient pleinement assumées. On revient avec cette analyse, Gershom. C'est déjà la République démocratique du Congo. Il y a une rencontre, on l'a dit, entre Kagame et Félix qui va se dérouler les 15, les dimanches. Est-ce que vous pensez que cette question enfin seront assez dites et peut-être la solution sera envisagée? On va continuer de cesser les feux en cesser les feux. Je pense que cette rencontre, elle va rien sortir de concret en fait. Parce que dans le temps, les deux hommes se sont toujours rencontrés, mais il n'y a pas une sincérité dans le discours. C'est-à-dire, il y a un président congolais qui veut dire à son homologue qui est un criminel, machin, et il y a de l'autre côté le président rwandais qui joue, il n'est pas franc dans ce qu'il dit. Quelque part là, il a d'ailleurs jamais accepté que ses troupes sont sur le territoire congolais, même si dans les faits ils sont là, il n'a jamais accepté ce que quelque part là, et il y a aussi cette partie
du M23. Beaucoup semblent ignorer cette position du M23 qui a toujours affirmé que les décisions qui sont prises là-bas, ils ne sont pas concernés. Quand ils ne sont pas concernés, ce qui signifie que même si le Rwanda équipé à retirer ses troupes sur le territoire congolais, ce qui n'est pas concret aussi, parce que jusque-là, ils disent pas s'ils sont combien sur le territoire congolais, ils peuvent retirer peut-être 100 ou 200 et le reste reste là et les affrontements continuent. Attendre quelque chose du processus de Luanda, il faut seulement insister sur le cessez-le-feu qui n'est pas respecté et qui sera peut-être jamais respecté, mais attendre quelque chose de la rencontre que Tshisekedi, Paul Kagame, c'est trop espéré parce que depuis le début des discussions, rien n'a changé. Rien n'a changé, continuer à discuter. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a des affrontements. Les gens se battent et la population est en train de souffrir. Merci beaucoup, Gershom. Merci. Alors, nous allons aborder une autre question. Ils ont attendu 1 année et demie pour parler de cette question, le massacre de la ville de Goma. Amnesty International qui demande l'ouverture des enquêtes. Pour plus comprendre cette question, suivez ces reportages. Selon Amnesty International, cette journée tragique a fait au moins 56 morts, plus de 80 blessés et de nombreuses disparitions. Les victimes, majoritairement membres du groupe politico-religieux Foi naturelle messianique judaïque pour les nations, également appelé Wazalendo, manifestaient pour exiger le départ de la mission de l'ONU en RDC MONUSCO. Les rapports dénoncent une répression méthodiquement orchestrée par les autorités militaires. Il identifie 3 responsables et devra faire l'objet d'enquêtes approfondies, dont le lieutenant-général Kostandi Makongba, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, le colonel Mike Mikombe Kalamba et le major Peter Kabwengandu. Ce massacre n'est pas le résultat d'une bévue. Il est le résultat d'une série d'actions délibérées et planifiées prises par les autorités congolaises, a déclaré Tigere Tchaguta, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International. Amnesty révèle que 4 jours avant la manifestation, la MONUSCO avait demandé au gouverneur militaire d'interdire les rassemblements, évoquant des risques de violence. En réponse, Constantin avait ordonné aux forces armées de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la manifestation, allant jusqu'à qualifier les Wazalendo de menaces graves pour Goma. Dans la nuit précédant la manifestation, les forces de sécurité ont attaqué la station des radios de Wazalendo. Selon les rapports, les militaires ont ligoté 12 personnes, en ont exécuté 6 sur place, dont la journaliste Tabitha Fabiola et blessé 10 autres. J'ai survécu à la guerre, mais je n'avais jamais rien vu de tel, a confié une victime à Amnesty International. Les forces spéciales de la garde républicaine ont ensuite encerclé un temple où se trouvaient des manifestants non armés. D'après des témoins, le colonel Mike Mikombe a brutalement interrompu les discussions en cours et a ordonné d'ouvrir les feux. Les rapports notent que des soldats ont ensuite procédé à un nettoyage méthodique des lieux, transportant des corps et effaçant les traces de sang, tout en procédant à des arrestations arbitraires. Bien que des procès militaires aient eu lieu à Goma, Amnesty dénonce leur insuffisance. Le colonel Mike Mikombe a été condamné à mort, mais aucun des procès n'a permis d'établir l'étendue réelle des crimes ni d'incriminer d'autres hauts responsables. Constandima et Peter Kabwengandu, pourtant impliqués dans la planification des opérations, n'ont pas été poursuivis. Kabwe a même été promis à un poste plus élevé. Amnesty International exige des enquêtes indépendantes pour établir la vérité et garantir justice aux victimes. Les autorités congolaises doivent rouvrir les enquêtes conformément aux normes internationales pour amener toutes les personnes impliquées à rendre des comptes, a insisté Tigere Tchaguta. L'organisation demande également à l'ONU d'enquêter sur son propre rôle dans cette tragédie, notamment celui de la direction de la MONUSCO, accusée d'avoir cautionné les actions des forces de sécurité. Le président Félix Antoine Tshisekedi est appelé à suspendre immédiatement les officiers impliqués et à garantir des poursuites impartiales. Amnesty conclut en rappelant que ces massacres s'inscrivent dans une série d'exactions commises par les forces armées congolaises contre la population civile. À présent, on va parler sport. Georges Belmema, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tout le monde. Les derbies, Virunga et Kabaja se respectent.
En tout cas, c'est les mots appropriés. Les deux équipes se sont quittées 0-0. Beaucoup déjà avaient hâte de voir des buts dans cette rencontre. Et vous savez, c'est les matchs les plus populaires de la ville de Goma. Voilà pourquoi Kivu Morning Post TV avait pris l'initiative de faire les directs qui va rester derrière sur notre chaîne en ligne. On avait besoin de voir ces débuts dans cette rencontre. Malheureusement, c'est un triste nil de 0-0 qui avait départagé ces deux équipes. Mais ce qui m'avait marqué dans ces derbys, c'est que ce match a perdu certainement son ampleur dans la ville de Goma. C'était pas à l'époque où quand Virunga et Kabasha qui jouaient, c'est toute la ville qui s'est mobilisée une semaine avant. On a suivi les images de la retransmission de ces matchs sur Kivu Morning Post. On pouvait voir le public très enthousiasmé, le public qui pouvait créer la sensation, même au-delà même des fanfares. Pourquoi évoquer cet aspect aujourd'hui? Ouais, il y avait de l'émulation sur dans ces publics. Il y avait quand même ces vrais sympathisants qui étaient sur les stades. Et avant de revenir sur la préoccupation, sur plutôt mon analyse, je pense que c'est l'équipe de Kabasha qui avait avalé Virunga dans ces matchs côté fanfare, parce que il y a des vrais fanatiques de Kabasha. Eux chantent du début jusqu'à la fin du match. Et vous savez, Kabasha évolue sans un comité sportif depuis le départ de Richard Bongania. Ce sont les fanatiques qui ont pris l'initiative de garder leur patrimoine, de garder leur équipe de Kabasha avec leurs différentes cotisations. Et c'est comme ça que Kabasha évolue. Voir une équipe de Kabasha sans comité, presque dans la tenir tête face à l'équipe de Virunga qui a un comité sportif avec des présidents comme Mounyomo, dirigé aujourd'hui par Patrick Mounyomo. Donc on sent qu'il y a en fait de l'engagement de ces côtés-là, mais Kabasha, ce sont les fanatiques qui gèrent l'équipe. Ça prouve qu'il y a quand même quelques fanatiques qui ont encore cet amour du football. C'est quelques fanatiques qui ont envie de voir leur équipe évoluer. C'est déjà un signal fort pour ceux-là qui viennent prendre les équipes ici en ville de Goma et dire que je suis venu pour sauver cette formation, pour aider cette équipe, sans oublier que Virunga et Kabasha, ce ne sont pas quand même des équipes qui sont nées de la dernière pluie, ce ne sont pas quand même des petites équipes. Moi, quand je vois Virunga et Kabasha, j'ai parlé déjà des patrimoines, parce que Virunga, ce sont des équipes qui ont fait rêver les footballs de la province du Nord. Virunga et Kabasha, ce sont des équipes qui ont produit des très grands joueurs qui ont servi le football congolais. Ikamba Lems a été gardien titulaire de Robert Kidiaba dans l'équipe de Tupisa Mazembe. Il est passé par la formation de Virunga. Il a porté les maillots de l'équipe nationale du Rwanda. Il y a des Tambwe Diouf, des Tambwe Patio qui sont partis dans l'équipe nationale. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par les deux équipes. Il y a de quoi respecter Virunga et Kabasha. Il y a de quoi donner à ces équipes un comité digne de son nom, un comité responsable, un comité qui aura quand même cette volonté de mettre ces joueurs-là de bonnes conditions, parce que le football, ce n'est pas seulement l'amateurisme. On joue ce football pour vivre de ça. Mais aujourd'hui, ici chez nous, on prend le football comme de l'amateurisme, comme un passe-temps. Pourtant, c'est dit gagnant-gagnant entre comités et les joueurs. Vous êtes notre président, vous nous payez bien, il y a des transferts, il y a les comités qui bénéficient quelque chose. Ce n'est pas Moïse Katoubi qui va me dire le contraire, que le football n'est pas des business. Ce n'est pas le président de Maniema Union, le général Gabriel Amissi Kumba di Tango Fort qui va nous dire que le football ce n'est pas des business. Eux ont compris qu'il fallait d'abord investir dans le football, dépenser pour gagner après, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs joueurs de Mazembe qui jouent en Europe et qui Mazembe jusqu'aujourd'hui bénéficient de leurs transferts. Mais chez nous, je pense que cet aspect on doit l'inculquer dans les têtes de nos dirigeants, parce que moi j'ai eu un entretien avec un joueur de l'AS Kabasha qu'elle m'a dit c'est qu'il a réussi après les matchs. Donc j'avais eu des frissons. Je dis avec ça, comment tu as géré ta maison, comment tu as géré ta famille. Donc, moi, je pense que c'est un derby qui, comme je le disais, qui est en train de perdre sa notoriété. Et là, les responsabilités sont partagées entre les footballeurs et entre les dirigeants. Les dirigeants n'investissent plus pour mettre les joueurs d'abord dans de bonnes conditions. Et aussi, les joueurs ne mettent plus leurs efforts pour attirer l'attention du public au stade. Parce qu'à l'époque, quand les derbys se jouaient, on avait des stars. On se dit qu'à Virunga,
Quand on parle de Virunga, on voit tel. Quand on parle de Kabasha, on a tel. Même si quelqu'un qui n'arrive pas au stade, il connaît que la star de Virunga, c'est tel. Tu es seulement au quartier, tu dis qui est la star de Kabasha, c'est tel. Et puis ça te donne l'envie d'aller suivre cette personne au stade. Quand on dit que quand tu vois Tambo Diouf jouer, c'est comme un demi-dieu. Ok, aujourd'hui, cette fois, je vais venir au stade suivre aussi les matchs. Mais quand tu ne connais aucune star dans les deux équipes, ça ne te donne pas envie de venir suivre ces derbys. Je pense qu'il faudra beaucoup travailler sur ces derbys parce que les gens étaient au stade, mais beaucoup n'avaient pas payé des billets. Beaucoup avaient suivi ces matchs à travers des maisons, des bâtiments qui entourent les stades de l'unité. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas le cas. Tout le monde voulait venir dans les stades, venir appuyer son équipe, venir chanter pour son équipe. Donc, je pense que ça a été un triste nil, mais les spectacles étaient quand même au rendez-vous. Les journalistes sportifs locaux aussi, vous avez un rôle à jouer pour cette promotion du sport, voilà du sport pourquoi local. On était là pour les directs. Du sport local. On va parler du Dauphin Noir qui a décroché une victoire pour cette semaine. Comment évolue la compétition aujourd'hui? En tout cas, c'était une sensation créée par la formation de l'AS Dauphin Noir face à une équipe qui s'appelle les Daring Club Motema Pembe. C'est l'un des clubs les plus titrés en République démocratique du Congo. C'est les géants clubs de la capitale congolaise. C'est les rivales éternels de l'AS V Club. Mais quand on voit une équipe de Dauphin Noir doucher SMP 2-0, c'est déjà un signal fort pour dire que le football de la province du Nord Kivu est en train d'évoluer et en train d'impacter en RDC à travers cette équipe de l'AS Dauphin Noir, parce que ça fait plus de 10 ans que l'équipe de Dauphin Noir joue la première division. On a eu également un direct que les gens vont suivre également sur Kivu Morning Post. Dauphin Noir qui marque déjà un premier but, il va l'arrêter après seulement 1 minute. Donc dans moins de 15 minutes, Dauphin Noir avait déjà marqué 2 buts dans cette rencontre. Et ni était la maladresse de l'équipe de l'AS Dauphin Noir. DCMP devrait en tout cas ramasser 5 buts en première période. Ce n'est qu'en seconde période où DCMP est revenu dans cette rencontre. Et ce qui m'a marqué, c'était la prestation des joueurs de Dauphin Noir qui n'ont pas été complexés par l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Et déjà, ça fait réfléchir pour les sélectionneurs des différentes équipes d'âge ou encore de l'équipe locale de la RDC, qui ne se contentent que des joueurs qui jouent à Lubumbashi et seulement dans la capitale congolaise. Mais il fallait être au stade de l'unité pour voir les talents de quelques joueurs de l'AS Dauphin Noir. Il y a eu la liste qui a été retenue pour 24 joueurs ont été retenus pour une double confrontation des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations où la RDC va jouer contre les Tchad. Mais parmi les 24 joueurs, il n'y a aucun joueur de l'AS Dauphin Noir. Pourtant, Dauphin Noir cette saison, c'est 16 points au classement devant l'équipe de Daring Club Motema Pembe et devant quelques soi-disant grande formation de la RDC. Il y a l'un, Nakatala, qui a été d'abord pré-convoqué, qui était à Kinshasa pour un stage, mais au finish n'a pas été retenu. Il y a un jeune qu'on appelle Wiggins Kalombo. D'ailleurs, j'ai lu la publication d'un journaliste d'ici, un confrère Richard Mouima, qui me disait d'ailleurs que est-ce que peut-être que Wiggins n'est pas un Congolais. C'est un garçon, quand tu le vois jouer sur le terrain, tu as hâte de voir les 90 minutes de ces garçons. Mais depuis les différentes convocations ont commencé, que ce soit chez les moins de 20 ans, moins de 23 ans, jusqu'à chez les léopards locaux, il n'a reçu aucune convocation. Et là, c'est là où la RDC perd même certains talents. Il y a plusieurs joueurs qui ont été déçus par le football congolais à cause de ça et qui sont allés porter main forte aux sélections proches ici. Les Rwandais, c'est là où les Rwandais chipent certains de nos talents. Les Burundi, il y a un ancien joueur de Virunga qui est allé jusqu'à porter les brassards des Burundi, Eric Kalimumbalu. Mais quand il arrive là-bas, c'est déjà Eric Ndaishimi. On lui change déjà les noms. Mais nous, on connaît ce gars qui a porté les maillots de ces Virunga. Il y a des garçons de Bukavu qui sont partis également jouer dans l'équipe nationale du Burundi à cause de cette situation, parce qu'on pense que les talents sont seulement dans la capitale congolaise. Mais quand c'est DCMP qui laisse sa peau dans la ville de Goma,
c'est déjà un signal fort pour dire que, écoutez, à Goma, il y a quand même des talents. Merci Georges Ben Mouima, merci surtout à vous qui nous suivez de partout au monde. Merci d'avoir suivi Kivu Morning Post. Nous restons la référence, nous suivons pour vous la situation ici et on est là pour vous informer à temps réel, informer pour transformer. D'ici là, portez-vous bien.